Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires avec l'ensemble des télévisions régionales et locales de France. Nous allons examiner évidemment les conséquences de cette crise du coronavirus, les questions sanitaires, économiques sur l'ensemble du territoire. Nous commençons d'ailleurs ce journal tout de suite par le déplacement du président de la République cette semaine en Bretagne. C'est la première fois qu'un président de la République se rend à Saint-Paul-de-Léon dans le Nord Finistère. Il y est venu pour rendre hommage à ce qu'il a appelé la deuxième ligne, c'est-à-dire l'ensemble du monde agricole qui nourrit le pays pendant le confinement. Vous voyez ici des images tournées par nos confrères et partenaires du quotidien Le Télégramme. Direction la Savoie maintenant. La crise sanitaire a littéralement transformé les hôpitaux ces dernières semaines sur place. C'est notamment le cas à Chambéry. Au 15 avril, 64 personnes atteintes du Covid y étaient hospitalisées. Et au plus fort de la crise, le 31 mars, 92 personnes y étaient encore hospitalisées. Des patients pris en charge dans des circuits de A à Z. Alors comment ça marche? La tension diminue-t-elle sur le système hospitalier en Savoie? Nous faisons le point avec ce reportage de Fanette Dubuisson pour nos confrères de 8 Mont-Blanc. Parfois le 15, souvent les urgences pour les plus atteints ou des transferts d'autres établissements. Plusieurs portes d'entrée pour une même pathologie, le Covid-19. À l'intérieur de l'hôpital, depuis plusieurs semaines, 2 circuits cohabitent, les Covid+, et les Covid-. Le circuit Covid+, est fait de portes, de barrières, de masques et de blouses. Ils sont encore une 60aine de cas avérés à être hospitalisés dans les différents services de Chambéry. Ici, la vague semble s'éloigner. On sent que la pression est en train de diminuer fortement. On a de moins en moins d'entrées. On a de plus en plus de patients qui sont non Covid, qui rentrent pour d'autres problèmes médicaux, respiratoires, mais qui ne sont pas atteints par le Covid. Et les patients Covid sont en train de diminuer. On en a à peu près une dizaine actuellement. Aujourd'hui, les entrées sont plus rares que les sorties. Moins d'essoufflement, plus de fièvre, des constantes satisfaisantes, Vincenzo s'apprête à retrouver ses proches et sa vallée mauriennaise. Après un passage à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne et en pneumologie à Chambéry, sa sortie est prévue dans l'après-midi. Mais écoutez, au niveau du personnel, ils sont très sympas avec nous. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le premier jour et aujourd'hui. Vous vous sentez pas en forme? Non, pas tout à fait, non. Ça va un léger mieux, oui, mais ça fait quand même entre Saint-Jean-de-Maurienne et Chambéry, ça fait bientôt 13 jours. Du repos donc, beaucoup pour Vincenzo, et des masques. Les patients de retour à domicile doivent en porter pendant les 7 jours qui suivent leur sortie. 75% des hospitalisés rentrent chez eux après leur passage à l'hôpital. Mais pour les plus fragiles, une étape supplémentaire est parfois nécessaire. Depuis mardi, 8 lits dédiés ont été ouverts en soins de suite et de réadaptation. Il peut bien sûr y avoir des séquelles spécifiques au coronavirus, notamment sur le plan respiratoire. Les gens peuvent rester essoufflés au décours de leur infection. Et puis à côté de ça, pour les personnes âgées, il y a des complications entre guillemets classiques qui peuvent survenir après le coronavirus comme après n'importe quel autre événement médical. Depuis le début de la crise, 130 patients Covid+ de l'hôpital de Chambéry ont pu rentrer chez eux. Une fin de parcours positive qui soulage malades, familles et soignants. Parlons à présent de nos aînés. Vous le savez, le gouvernement a autorisé la reprise des visites dans les EHPAD un peu partout en France. Un soulagement pour les résidents privés durant de longues semaines de liens directs avec leurs familles et leurs proches. Une reprise toutefois à géométrie variable, établissement par établissement, où la sécurité sanitaire reste bien sûr la priorité. Exemple de retrouvailles chargées d'émotions dans 2 EHPAD à Rambervillers et Taon-les-Vosges, avec les équipes de nos confrères de Via Vosges. Regardez. Cela faisait 1 mois et demi que ces résidents de l'EHPAD de Rambervillers n'avaient pas pu voir leurs proches en vrai. L'attente était évidemment très forte des personnes âgées comme des membres de leur famille. Rester dans une chambre pendant des mois, c'est pas gai. Vous savez, la solitude, quand ça commence après, on ne sait pas comment ça peut se terminer. Dès l'annonce dimanche par le Premier ministre de la réouverture possible des EHPAD aux visiteurs, les standards des établissements ont été très sollicités. Mais concrètement, au regard des mesures sanitaires à mettre en place, il leur faut parfois du temps pour s'organiser. Celui de Rambervillers compte 102 résidents. Seulement 4 d'entre eux ont été contaminés par le Covid-19, mais le virus n'a fait aucune victime. Ici, la direction a proposé des visites dès ce mardi en extérieur uniquement. Et il était temps, l'impact psychologique du confinement était de plus en plus ressenti.
Il y en a qui baissent les bras parce que du coup, ils voient pas leurs proches, mais bon, on essaye de les remonter comme on peut. Vous avez un masque aussi, il y a la boîte qui est sur la table. Une situation vécue de façon similaire dans cet autre EHPAD, celui des Cuvières à Cap-Avenir-Vosges. Cette structure privée a rouvert ses portes aux visiteurs ce mercredi. Les rencontres se font au travers d'une plaque de plexiglas à tour de rôle. Je suis heureux de l'avoir vu et en même temps, je ne peux pas vous cacher qu'on a quand même un pincement au cœur d'être derrière la vitre, de ne pas pouvoir la toucher. Ici, les 62 résidents étaient confinés depuis le 9 mars, soit quelques jours avant la date officielle du début du confinement. Le personnel avait pressenti la crise. Aucune victime directe du Covid-19 n'est pour l'heure à déplorer. Reste que ces 6 semaines ont été difficiles à vivre pour tout le monde. Ah ben écoutez, c'est pas agréable, qu'est-ce que je vous dise. Moi, je fais pas d'histoire là-dessus, hein. C'est comme ça. Pour eux qui ont l'habitude d'être tous ensemble toute la journée, ils ont vraiment cette sensation, malgré tout, qu'ils sont isolés, quoi. Ils font face à la crise et vous pouvez toujours compter sur eux. Les médecins répondent présents en cette période de pandémie. On peut continuer à se faire soigner pour une suspicion de coronavirus, mais aussi pour d'autres maux. C'est d'ailleurs une inquiétude pour le gouvernement puisque vous seriez de plus en plus nombreux à ne plus vous rendre chez votre praticien pour vous faire soigner. Vos médecins ont pourtant adopté leur pratique face au risque de propagation du virus, comme le montre ce reportage de nos confrères de Canal 32 à Saint-Julien-les-Villas dans l'Aube. Regardez. Cela fait 35 ans que le docteur Podlipski exerce dans son cabinet Sensé1. Depuis plusieurs semaines maintenant, il a dû adapter sa pratique à la pandémie de Covid-19. Alors chez un médecin généraliste, ça donne que on ne sait pas toujours si les gens sont atteints ou pas. On ressent beaucoup d'anxiété dans la population. Donc on a dû adapter nos conditions d'exercice à cette pandémie. Auparavant, j'avais beaucoup de consultations sans rendez-vous, donc non programmées. On a passé toutes les consultations en consultation avec rendez-vous. On a retiré de nombreuses chaises de la salle d'attente pour n'en avoir plus que 2. Entre chaque patient, on fait un ménage un peu approfondi. On désinfecte le bureau, les chaises, les poignées de porte, le divan d'examen. Dans un second temps, ce médecin généraliste a saisi les opportunités numériques autorisées durant la période de crise sanitaire. En effet, les modalités de téléconsultation ont été assouplies par un décret publié le 10 mars dernier. J'ai téléchargé donc un petit logiciel pour faire des téléconsultations. Après, les gens qui étaient suspects de la maladie, on les prenait donc en téléconsultation. C'est surtout de voir s'ils sont dans une période où c'est grave ou pas grave, s'il faut les envoyer à l'hôpital ou pas. Est-ce que vous avez beaucoup de fièvre ? Est-ce que vous avez des gènes respiratoires ? Est-ce que vous avez des douleurs thoraciques? Est-ce que votre fréquence respiratoire a augmenté? La fréquence cardiaque également. Est-ce que vous avez des troubles de l'odorat? Des troubles du goût. Donc tout ça, ça permet de pouvoir juger à peu près de la gravité des choses. Selon ce médecin, le nombre de consultations a été divisé par 2 voire 3 depuis le début du confinement, mais les patients malades peuvent et doivent continuer à être suivis. Évidemment, la situation que nous vivons tous peut s'avérer stressante et déprimante pour certains. C'est pourquoi un habitant de Moselle propose des séances d'accompagnement mental. Cela se passe depuis chez lui à Niedervilliers, près de Sarrebourg. Il souhaite venir en aide aux personnes en difficulté. Regardez ce reportage de Florian Tonizzo de Via Mirabel sur place. Depuis sa chambre, Isis Simba enregistre ses vidéos et continue de prodiguer ses conseils. Ce jeune homme de 29 ans s'est lancé au mois de janvier dernier en tant que préparateur physique et mental, en plus d'une activité de coach sportif. En plus d'une licence TAPS, Isis a passé une formation en ligne proposée par Raphaël Oma pour lancer son entreprise. Confinement oblige, fini les rencontres en face à face, tout se fait par visioconférence. Mais pour Isis, la méthode de travail reste la même. Ce que je vais faire, moi, c'est faire en sorte que la personne en face de moi puisse déjà se connaître elle-même aussi. En fonction de ce qu'elle va me dire, je vais lui poser plusieurs questions. Et à un moment donné, je vais cibler un blocage quelque part. On va parler sur ça. Je vais lui poser des questions, mais parce que moi, je fonctionne énormément par questionnement. Je donne pas la réponse tout de suite. Beaucoup de questions qui va amener la personne tout doucement à s'orienter vers une autre perception de ce qu'elle a. Et je vais donner ensuite quelques astuces, quelques
quelques solutions. Les solutions en question, des exercices ludiques à réaliser à la maison au fil de la journée. Par exemple, là, en confinement, une personne qui stresse, je vais lui donner un entraînement à faire de relaxation, où je vais lui dire, tu vas faire ça tant de fois dans la journée, ou je vais lui donner, je vais dire, voilà, tu vas accrocher des choses dans la maison, et à chaque fois que tu vas tomber sur ces petits mots-là, tu vas faire telle et telle chose. Une séance de coaching mental dure entre 45 minutes et 1 heure. En cette période de confinement, faire appel à un accompagnateur mental n'est pas de trop, surtout pour les sportifs et les acharnés de travail, pour qui cette situation peut s'avérer particulièrement stressante, voire même déprimante. Il y a des personnes qui se rendent compte que sans une activité qu'ils ont fait avant, et en fait, ils ont rien. À partir de là, ça commence à cogiter, le stress commence à venir, on tourne en rond. Le jeune entrepreneur mosellan compte une dizaine de clients et quelques nouvelles demandes depuis le début du confinement. Et comme il n'en a jamais assez, Isis passe régulièrement d'autres formations. Il prépare actuellement un diplôme universitaire en optimisation de la performance au CREPS de Nancy. Dans quelques jours, ce sera le 1er mai, fête du travail et jour de forte mobilisation syndicale. Cette année, les manifestations sont interdites, mais vous allez le voir dans ce reportage de nos confrères de TL7 à Saint-Étienne, tous ne baissent pas les bras et certains redoublent d'ingéniosité pour garder à l'esprit cette fête du 1er mai. Regardez. Pour la première fois dans la Loire, il n'y aura pas la traditionnelle manifestation du 1er mai. Mais pour la journée des travailleurs, les syndicats veulent quand même se faire entendre malgré le confinement. Plusieurs militants ont d'ailleurs déjà appelé la CGT pour savoir ce qui était organisé le 1er mai. Alors, les principaux syndicats du département se sont réunis lundi après-midi en visioconférence pour réfléchir à de nouvelles formes de mobilisation et une idée est sortie du lot. L'idée donc serait de voir et de solliciter les médias pour voir si on pouvait trouver sur un créneau commun qui pourrait être dans le créneau de l'heure de la manifestation, la possibilité d'organiser un débat par visio, évidemment. Les autres fois, on a des reportages sur les manifs avec des interviews, des choses comme ça. Et bien là, c'est sur ce créneau de temps de manif d'essayer de faire différemment et de donner quand même la parole aux travailleurs et de manière à ce qu'ils nous fassent part de eux aussi comment ils le voient le jour d'après. Une chose est sûre, la CGT n'appellera personne à descendre dans la rue le 1er mai. Impossible en effet de respecter la distance d'1 mètre entre chaque manifestant. L'année dernière, il y avait eu 3000 personnes à Saint-Étienne. La situation est inédite. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Ligériens n'ont jamais manqué le rendez-vous de la fête du travail. Toujours à propos du 1er mai, un brin de muguet est une tradition très partagée dans notre pays, vous le savez. Cette année, la vente sauvette sera totalement interdite sur le territoire national. Une information du site actu.fr, le ministre de l'Agriculture qui annonce dans cet article de nos confrères que les 14 000 fleuristes de France resteront fermés en ce jour symbolique pour la profession. C'est une initiative prise par Patrick Ollier, le maire de Rueil-Malmaison, qui est également président de la métropole du Grand Paris. Des fruits et légumes à prix cassé dans 4 boutiques éphémères de Rueil-Malmaison. C'est l'opération Panier solidaire que nous raconte Olivier Zanetta pour Via Grand Paris. Regardez. Des produits de saison disponibles tous les jours, même dans les quartiers sans supermarché. La ville de Rueil-Malmaison a ouvert 4 boutiques éphémères pour faciliter la vie des confinés. Ce sont les commerçants du marché qui ont pris place ici. Résultat, les habitants se ravitaillent près de chez eux en produits 100% frais. J'ai pu acheter des œufs, de la volaille, des primeurs, des fruits et des légumes et du fromage. Pour les habitants les plus modestes, la ville a lancé mi-avril l'opération Panier solidaire, des paniers de fruits et légumes à prix cassé. Ils sont distribués par des bénévoles. La solidarité joue à plein dans cette ville des Hauts-de-Seine. Des habitants se sont portés volontaires pour apporter des colis de légumes, fabriquer et distribuer des masques. Cette réserve citoyenne, j'aurais jamais cru qu'il y ait 1300 personnes qui s'inscrivent. Donc oui, il y a un élan de solidarité, un élan de générosité. Ça ne m'étonne pas des Ruillois et des Ruillois. Ils sont naturellement généreux. Mais là, ils démontrent qu'ils le sont réellement. Ils s'engagent, ils prennent le risque d'être dans la rue et d'aller distribuer des masques dans les boîtes aux lettres. Ils prennent ce risque. Chaque foyer de Rueil-Malmaison recevra un masque dans la perspective du déconfinement. Les masques sont en cours de distribution.
Et pour compléter le stock de la ville, 280 couturières bénévoles de la commune ont sorti leur machine à coudre. Voilà, tout à fait autre chose maintenant. Vous le savez sans doute, le ministère de l'Intérieur autorise de nouveau les adoptions d'animaux. Un assouplissement des règles destiné à éviter la saturation des refuges. Un soulagement pour notre invité, le président de la Société protectrice des animaux, Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour Jacques-Charles Fonbonne, merci d'être l'invité du Grand JT des Territoires aujourd'hui. Bonjour Monsieur Viguier. Alors Jacques-Charles Fonbonne, depuis l'autorisation donnée par le gouvernement d'autoriser les gens à se rendre dans vos refuges, eh bien, est-ce que cela va mieux? Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer aujourd'hui? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons rétabli le flux des animaux entrant, c'est-à-dire ceux que nous recueillons en sortie de fourrière, et sortant, c'est-à-dire ceux que nous proposons à des familles à l'adoption. Alors, le ministère de l'Intérieur a entendu notre appel et il a autorisé avec une dérogation supplémentaire le fait de pouvoir venir dans les refuges, et à ce jour, c'est-à-dire en 3-4 petites journées, nous avons réalisé près de 250 adoptions. On est vraiment content de ce résultat qui va nous permettre de retrouver un peu de large, un peu de place. Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA, qui est notre invité dans le Grand JT des Territoires. Quid des animaux de compagnie restés chez eux dans des logements inoccupés lorsque, par exemple, leurs maîtres sont amenés d'urgence à l'hôpital par les pompiers? Que deviennent ces animaux? Est-ce que vous avez des solutions pour cela? En fait, les choses se passent d'une façon très administrative. Les pompiers, les policiers ou les gendarmes ou la police municipale qui intervient sur les lieux où une personne part pour l'hôpital remettent à ce moment-là l'animal à la fourrière, service municipal. La fourrière va garder l'animal, éventuellement jusqu'au moment où la personne pourra sortir de l'hôpital, et sinon, elle sera confiée à une association. Je pense que dans ce cas-là, on peut déroger évidemment à notre règle habituelle, c'est-à-dire que l'on conserve l'animal, il n'est pas question de le mettre à l'adoption, mais lorsque la personne sort de l'hôpital, on lui remet évidemment, ça restera son animal. On dit aussi que la France est championne d'Europe des abandons des animaux de compagnie, notamment à l'approche des vacances estivales. Est-ce vrai d'abord, et comment expliquez-vous cette attitude de la part de nombreux concitoyens qui adoptent des animaux puis les abandonnent? Pour ce qui concerne la Société protectrice des animaux, nous en avons recueilli l'an dernier 46 000. Je suis pas certain, on dit que nous sommes effectivement les champions du monde, au moins les champions d'Europe de l'adoption. Je vous avoue que j'ai aucun moyen de comparaison. Des causes, il y en a plusieurs. Il y a d'abord, concernant les chats, l'absence de stérilisation. La stérilisation des chats errants, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les mairies prennent en compte. Il y a un deuxième axe de recherche pour l'abandon et contre lequel la SPA lutte vivement, c'est la vente des animaux dans les animaleries. C'est de la vente, c'est-à-dire que l'animal vous est présenté dans une galerie commerciale, dans un magasin. On passe 5 fois, 10 fois devant, personne n'est capable de résister à l'attrait qu'un chiot ou un chaton, parce qu'il n'y a que de très jeunes animaux. On finit par l'acheter pour faire plaisir aux enfants à Noël, et 6 mois après, l'animal, le chien, fait 15 kilos, 20 kilos, on peut pas l'emmener, et à ce moment-là, on l'abandonne. Je rappelle, et là c'est le général de gendarmerie qui parle, que l'abandon c'est un délit. On encourt 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende et une inscription au casier judiciaire. Voilà, merci Jacques-Charles Fonbonne. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'ASPA. Merci d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires aujourd'hui. Tout à fait autre chose maintenant, considéré comme non essentiel par le gouvernement. Les librairies ont dû baisser leurs rideaux le 16 mars dernier, vous le savez sans doute. Mais certaines d'entre elles ont décidé de mettre en place un service de drive. C'est le cas de la librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude pour TV78 sont allés feuilleter quelques livres pour nous. Regarder. Continuer l'activité de la librairie pour vendre son stock. Voici ce qui a poussé Laurent Garin, directeur du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux, de rouvrir les portes de son établissement. Une ouverture partielle puisqu'il propose à ses clients un point relais, un service qui était encore impossible il y a quelques jours. Il y a eu un appui de la part du syndicat de la librairie française pour que ça passe enfin comme un produit de première nécessité. Donc il n'y a plus de restrictions en soi sur le déplacement avec justificatif pour venir acheter des livres. Je suis venue récupérer des suites de bandes dessinées pour les enfants
qui lisent beaucoup en ce moment à la maison, vu qu'ils sont dedans. Pour les commandes, tout se passe en ligne. Les lecteurs vérifient que les livres soient bien disponibles et envoient leur demande par mail. Le paiement se fait uniquement par chèque. On a décidé de ne pas avoir plus de 2-3 personnes par créneau par quart d'heure. Donc ils prennent une date sur un rendez-vous ici et ils nous envoient un mail avec une liste et nous on leur renvoie le montant de la commande en leur précisant que le créneau a été validé. Il y a du gel hydroalcoolique, il y a forcément c'est 1 mètre de distance entre la clientèle et moi, mais voilà, donc les gens viennent sur ces créneaux et voilà comment on fonctionne. Merci. Bonne lecture. Merci. J'ai pas mal de bouquins parce que j'ai toujours un stock sous la main et j'en avais pris aussi à la médiathèque, mais c'était surtout la possibilité de soutenir la librairie. Et puis je trouve que c'est important de soutenir les commerces locaux et le centre-ville qui est important sur Montigny. Plus de 40 000 ouvrages sont en stock. Parmi les plus plébiscités, les livres jeunesse et les livres de cuisine. Voilà, des Yvelines, nous partons dans le Nord. Vous le savez, chaque grand JT des territoires, nous recevons un patron de la presse quotidienne régionale ou d'une grande télévision locale ou régionale. Aujourd'hui, en duplex de Lille, c'est Jean-Michel Laubry. Bonjour Jean-Michel Laubry, vous êtes le PDG de WEO, une chaîne du groupe Rossel qui possède également La Voix du Nord. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Cyril Viguier. Alors Jean-Michel Laubry, comment avez-vous pu fonctionner pendant cette période? Comment a pu marcher WEO, la grande chaîne TNT du Nord? L'organisation est très simple. Toutes celles et ceux qui travaillent pour la chaîne sont à distance. Nous avons mis au point un système de réalisation d'émissions à distance. Chacun peut intervenir de son domicile ou d'un lieu déporté. Et avec ce système, nous réalisons depuis le début du confinement un peu plus de 2 heures de programme par jour, au service du territoire et de ses habitants. Jean-Michel Laubry, vous êtes donc le PDG de WEO, une chaîne du groupe Rossel. Rossel qui possède La Voix du Nord, le grand quotidien régional des Hauts-de-France. Comment avez-vous pu organiser le travail entre WEO et La Voix du Nord pendant cette période de confinement? Alors la collaboration est quotidienne avec La Voix du Nord, mais aussi avec le Courrier Picard pour la Picardie et qui appartient à notre groupe. Parce que ces médias-là, comme nous, on s'est vraiment mis dans la posture de rendre service, en donnant de l'information concrète, pratique, en participant au mouvement de solidarité, en lançant des mouvements de collecte de fonds pour ceux qui en ont besoin. C'est tout le temps cette collaboration et c'est fondamental pour remplir notre rôle de service au public. Jean-Michel Laubry, il y aura un après-crise, on se déconfinera le 11 mai. Pour vos chaînes, sans doute, il y aura beaucoup de changements à venir, notamment dans le modèle. Est-ce qu'il y aura forcément un modèle économique nouveau qui va voir le jour ? Il sera certainement modifié parce que une chaîne comme WEO a multiplié ses audiences par 2,6 depuis le début du conflit. En face, mais comme les autres médias, nous n'avons pas la ressource publicitaire qui a été dynamisée. Notre chiffre d'affaires publicitaire, on en est à 20% de nos objectifs. Donc ça veut dire qu'économiquement, un éditeur comme WEO va devoir se poser des bonnes questions pour rationaliser ses charges et sortir au mieux de la crise. Notre chance, c'est d'avoir un groupe puissant et qui va nous soutenir. Donc nous survivrons. Et nous survivrons d'autant plus que nous avons développé le contact, les contacts. Chaque jour, on est au contact en linéaire et digital de plus de 300 000 personnes sur notre territoire, audience à l'appui. Merci Jean-Michel Laubry d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Vous êtes le PDG de WEO, la chaîne du groupe Rossel, la grande chaîne TNT des Hauts-de-France. Voilà, et qui diffuse ce Grand JT des Territoires, bien sûr. Alors je ne sais pas, Jean-Michel, si ça va vous arriver. En plein confinement, chacun s'occupe comme il peut. Pour Nicolas Baudreau, l'occupation est toute trouvée. C'est du sport. Et pas qu'un peu, ce jeune manceau s'est fixé pour objectif de battre le record du monde d'abdos. Pour cela, il s'entraîne tous les jours, du lundi au dimanche, chez lui. Record à battre pour le jeune homme de 21 ans, faire plus de 6788 abdos en 1 heure.
Eliane Galliana pour LMTV Sarthe n'a pas relevé le défi, mais regardez ce qu'il fait lui. C'est une vidéo que j'avais vue sur YouTube, je suis tombé sur l'ancien champion du monde Roger Prévost. Donc c'est quand même un athlète de 81 ans, donc son âge m'avait choqué. Je me suis renseigné sur lui, c'était un ancien bodybuilder avec un gros palmarès de musculation. Donc j'ai vu sa vidéo, son record et je me suis dit pourquoi pas moi quoi. Donc je m'entraîne pour et je me suis dit pourquoi pas relever ce défi. Je m'entraîne tous les jours, c'est un entraînement régulier, donc c'est du lundi au dimanche, vraiment très très peu de repos, ou alors quelques jours avec des intensités plus faibles que les autres jours. Donc c'est un exercice qui demande de l'entraînement chaque jour, qui demande du souffle, qui demande du cardio, et c'est quelque chose qu'il faut répéter pour progresser, quoi. Alors d'aujourd'hui, au niveau des abdos, c'est plus compliqué parce qu'on va dire que je sens plus rien au niveau des abdos, mais c'est plus au niveau du souffle, au niveau du cœur. Donc c'est là qu'il faut que je travaille au niveau du cardio et au niveau des abdos, tout ce qui est contraction musculaire, tout ce qui est douleur, je ne ressens plus rien, on va dire. Donc à force de travailler, la douleur n'est plus présente. Avec le confinement, c'est assez compliqué parce que normalement, j'aimerais bien que ça soit organisé par des caméramans, par des professionnels, mais avec le confinement, c'est assez compliqué. Donc faut que je m'organise dans tout ça, pour filmer, pour compter, trouver quelqu'un qui doit compter, me filmer et tout. Donc c'est assez compliqué, mais on va trouver une solution. Voilà, bravo Nicolas Baudreau. Superman est donc en Sarthe, on l'a trouvé, il est dans nos territoires. Voilà, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous faire part de votre envie de challenger Nicolas. Voilà, fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. Vous savez qu'il a été réalisé avec l'ensemble des chaînes de la TNT régionales et locales. Et bien sûr, nous sommes diffusés sur TV5 Monde. Nous saluons nos compatriotes qui se trouvent à l'étranger. À très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous et surtout, bon courage. Au revoir.